Il y a une grande plasticité du son de l'accordéon parce qu'on peut l'amplifier, le vibrer. En fait, voilà, le son de l'accordéon, il est très flexible. Donc ça plaît aux compositeurs. Moi, j'ose dire que c'est un peu le fer de lance de la musique contemporaine aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles à l'œuvre. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir une musicienne, pianiste et accordéoniste formée à Perpignan, en Allemagne, à Lucerne et en France, à Paris, et par ailleurs professeure d'accordéon à la Haute École de musique de Lausanne. Bonjour Fanny Vicens. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, vous venez de sortir cet album, une adaptation des variations Goldberg à l'accordéon. Vous êtes la deuxième en France à faire cette adaptation-là. On va en parler longuement, mais avant cela, je vous propose d'écouter un petit extrait que vous-même vous avez choisi, qui est la variation 14. Et pourquoi ce choix ? Parce qu'on entend bien le jeu de ping-pong qu'il y a entre le clavier droit et le clavier gauche de l'accordéon, qui donne un certain relief et qui est déjà contenu dans l'écriture de Bach, mais c'est... voilà. Alors c'est parti. On met en valeur. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cet album, parce que j'ai eu la chance de l'écouter intégralement, c'est, et vous avez le droit de réagir vraiment, c'est un ressenti, hein, c'est l'extraordinaire ressemblance, pas tant dans le son évidemment de l'instrument que dans l'atmosphère, entre l'accordéon et le clavecin, beaucoup plus que le piano. En fait, j'avais l'impression, puisque c'est quand même été composé pour le clavecin, j'avais l'impression que c'était une évidence que cette adaptation ait lieu. Merci beaucoup, parce que c'est rare qu'on dise que l'accordéon et le clavecin se ressemblent. Mais en tout cas, c'est un peu ce que je cherche à faire, donc ça me fait vraiment plaisir. L'accordéon, c'est vrai qu'il a cette capacité un peu caméléon à imiter le timbre d'autres instruments, mais en général, par exemple, il est plus proche du timbre de la clarinette ou du basson que du clavecin. Mais pourquoi c'est une évidence, en tout cas pour moi, de jouer cette œuvre, c'est que c'est une pièce écrite pour un clavecin à 2 claviers. C'est vraiment spécifié par Bach. Et l'accordéon a aussi 2 claviers. Donc ça rend finalement la pièce un peu plus aisée que sur le piano où il n'y a qu'un seul clavier et où on doit croiser les mains, enlever des notes. Après, la ressemblance, elle n'est pas dans le timbre, mais peut-être aussi dans la recherche du phrasé. Moi, c'était une atmosphère que je retrouvais, vraiment. D'accord, parce que, en tout cas, moi, quand j'interprète Bach, c'est un compositeur qui me suit depuis mon enfance, et je suis partie aussi en Allemagne pour approfondir la musique baroque. Et je m'intéresse aussi... même si je le joue sur un instrument moderne, j'essaye de le jouer avec le style et des conventions de l'époque, ce qu'on appelle l'interprétation historiquement informée. Donc, dans le choix des ornementations, dans le choix des tempi, des caractères de danse, j'essaie de vraiment me documenter et d'être fidèle à cette interprétation. Et peut-être que les clavecinistes pour eux, c'est évident, mais peut-être c'est ça aussi qu'on retrouve dans l'atmosphère. Et pourquoi avoir choisi cette œuvre-là ? Parce que on est en 2022, Bach, ça date. Il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont déjà été faites. Alors, j'ai mentionné que vous étiez la deuxième en France, mais il y en a une douzaine, c'est ça à peu près Je dirais de par le monde, oui, à l'accordéon, ouais. Pourquoi avoir choisi ? Vous avez un peu répondu à la question juste avant, en disant que Bach vous suit depuis l'enfance. Mais pourquoi cette œuvre ? Est-ce qu'il y a une raison particulière, une anecdote particulière qui vous a dit, là, j'ai envie d'en faire un album ? Parce que le jouer pendant un concert aussi, on peut l'entendre, mais un album, il n'y en a pas 36 000 dans sa vie. C'est vrai. Donc, choisir d'y consacrer énormément de temps. Justement, déjà, cette œuvre, elle nécessite énormément de temps, plusieurs années de travail, parce que c'est une pièce, avec toutes les reprises, elle dure quand même 90 minutes, 1h30. Donc, et puis c'est une pièce monumentale, avec énormément de niveaux de lecture
qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc c'est vrai que j'avais envie, c'était mon premier album où je me présentais vraiment avec une œuvre classique. J'ai fait d'autres albums plutôt contemporains, on va sûrement en reparler. Mais, on en reparlera. Mais ayant beaucoup travaillé Bach, que ce soit au piano ou à l'accordéon depuis mon enfance, cette œuvre, pour moi, elle symbolise un peu la synthèse de tout ce que j'ai pu aborder durant mon parcours d'étudiante. Parce qu'avec mes différents professeurs, j'ai abordé les préludes et fugues, les suites françaises, les partitas, certains concertos, les inventions. Et dans les variations Goldberg, on retrouve une pluralité de styles. En fait, c'est une œuvre aussi tardive de Bach. Et on retrouve énormément de caractères de danse que j'avais déjà abordé dans les suites de danse. On retrouve évidemment un rapport à la polyphonie très fort parce qu'une variation sur 3 est un canon. Donc tout le travail que j'avais fait sur les œuvres polyphoniques de Bach m'a nourri pour cela. Et j'avais l'impression que dans cette œuvre-là, je pourrais un peu montrer toute la palette d'expression de Jean-Sébastien Bach et aussi de ce que j'en fais. Et vous avez travaillé, alors pour cet album-là, je vais montrer quand même à la caméra, donc vous avez les yeux fermés et hop, vous ouvrez les yeux, on ouvre les yeux sur cet album, sur cette musique. Le lien entre justement la façon dont vous fermez les yeux, vous écoutez, et l'identité sonore du disque, je le trouve très intéressant. Vous avez enregistré dans une chambre. Oui. Une chambre, c'est vraiment le lieu où l'on dort, où l'on s'éveille, où on écoute, où les bruits. Et j'ai dormi dans cette chambre. Enfin, je dormais dans la chambre où j'enregistrais aussi. Et pourquoi ce choix de l'intime, en fait? Parce que c'est vraiment ça, vous vous offrez intimement, et la musique, vous la pensez intime. Alors c'est une œuvre, on ne connaît pas exactement la destination. Il y a une légende qui dit, dans le premier biographe de Bach a écrit que ça serait le comte Kaiserling qui souffrait d'insomnie et qui lui aurait commandé cette œuvre pour qu'un jeune claveciniste, Goldberg, lui joue la nuit. Mais ça, a priori, ça tient plus de la légende. Mais en tout cas, c'est pas une œuvre. C'est une jolie histoire. Voilà, c'est la musique de clavecin de Bach. Elle était plutôt pour l'usage familier en fait. Il avait ses fonctions de cantor à l'église, donc l'œuvre de Bach pour orgue. De Masterkapelle. Voilà, elle est plutôt pour les offices, la religion. Et la musique de clavecin, c'est plus pour une musique de l'intime. Et donc j'avais pas envie d'enregistrer dans une chapelle ou une église ou dans la froideur d'un studio. Après aussi il se trouve que l'ingénieur du son avec qui je travaille depuis quelques années, il a un lieu en Touraine très reculé où il y a aucun bruit et où on peut justement dormir sur place. C'est une grande bâtisse, donc c'était pratique pour cela. Mais j'avais déjà enregistré un disque dans ce lieu et je savais que ça serait l'atmosphère parce qu'on recherchait justement une prise de son assez proche. On m'entend respirer. Aujourd'hui, dans les disques, on tend à unifier les prises de son. On a souvent des prises de son de salles de concert. C'est plus vrai dans le CD que dans le vinyle, par exemple. C'est vrai. Mais moi, en tout cas, je voulais que les auditeurs qui ont le disque à la maison, qui m'écoutent chez eux dans leur salon... Puissent quasiment, en fermant les yeux comme vous, sentir que vous êtes juste à côté. Exactement, oui. Et après, cette image sur la pochette, c'est vrai que c'est un peu pour moi comment dire, la musique, elle s'écoute, elle se regarde pas, donc les yeux fermés, c'est juste pour cette écoute intérieure du son et cette idée, voilà que c'est une œuvre dont j'ai modifié le timbre, puisque c'est pas le timbre du clavecin, mais je crois que c'est pour aller en tout cas, je cherche à aller au cœur de la musique, en enlevant finalement l'enveloppe initiale, qui est le timbre du clavecin, en le mettant dans un autre instrument. Moi, j'essaye d'aller au cœur de la musique. On connaît, alors vous êtes pianiste, accordéoniste, on connaît l'étendue du répertoire au piano, qui est quasiment innombrable. Je me défie quelqu'un de faire le répertoire complet, mais en accordéon, on connaît moins le répertoire. Alors vous avez parlé d'enregistrement de contemporains, mais de manière plus générale, l'accordéon n'est pas vieux comme instrument. Non. Il date du début du 19e, né à Vienne. Qu'est-ce qui s'est développé en quelques 2 siècles, là? Alors, le premier siècle, en fait, pour couper en deux, le premier siècle, l'accordéon, il transcrivait des airs d'opéra. C'était un instrument de salon.
un petit instrument bourgeois pour les dames à l'époque. Et donc c'était c'était plutôt un guide-chant pour reproduire des airs d'opéra, un instrument mélodique. Et puis après il y a eu cet engouement populaire parce qu'il s'est démocratisé, le prix de l'instrument a baissé. Ça, on connaît cette histoire populaire de l'instrument, bien, mais c'est vrai qu'à côté de cela, il y a l'accordéon classique qui s'est développé parce que finalement, l'accordéon, c'est une famille d'instruments. Et l'accordéon que je joue n'est pas le même que l'accordéon, par exemple, de Richard Galliano, qui est un célèbre jazzman, et pas le même que l'accordéon de... Par exemple, voilà, célèbre parce que ça a été quand même la plus célèbre française. Voilà. Et donc, il y a tout un répertoire qui s'est développé au XXe siècle, à partir du début du XXe siècle, mais il y a vraiment un engouement depuis 30 ans, je dirais. On a des grands compositeurs actuels comme Luciano Berio, qui ont écrit pour l'instrument. Alban Berg l'a utilisé dans son opéra aussi, qui est en ce moment à Bastille. Et puis il y a un grand répertoire soliste français, allemand. Il y a une école scandinave, une école russe de l'accordéon, et il y a de plus en plus de compositeurs qui l'utilisent en musique de chambre, dans les pièces d'ensemble. Parce que le son de l'accordéon, il est quand même très puissant, en fait. Moi, je trouve que c'est un son assez puissant. Dans un orchestre, ça marche? En fait, il n'est pas si puissant que ça, parce que c'est aussi un instrument avec lequel on peut jouer, enfin, c'est l'instrument avant avec lequel on peut jouer les nuances les plus douces, vraiment. On peut, quel que soit le registre, on peut jouer des choses extrêmement douces. Donc, quand on le confronte à l'orchestre, par exemple, en concerto, ça arrive qu'on doive légèrement amplifier, justement. Ah oui? Ouais, c'est parce que c'est un instrument, qui n'a pas une énorme projection. C'est une boîte qui est fermée. Et ce sont des anges qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pas un instrument qui, en lui-même, résonne et projette le son. Après, il peut être très puissant, bien sûr, l'accordéon. Mais si on le confronte à tout un orchestre symphonique, du moins, quand il est devant l'orchestre. Après, parfois, on le retrouve dans l'orchestre, comme élément d'orchestration. Et là, il fait vraiment le lien entre les groupes instrumentaux, entre les cordes et les vents, parce que c'est un instrument, qui est à vent, à clavier. Mais le maniement de l'archet, c'est presque un archet d'air, en fait, le soufflet. Donc, les timbres se mélangent très bien grâce à lui. Donc, ces deux histoires de l'orchestre, avec toutes les symphonies qu'on peut imaginer, et de l'accordéon, aujourd'hui sont assez bien rejointes? Ça arrive que des compositeurs utilisent l'accordéon dans l'orchestre. Oui, ça arrive. Le premier, c'était Tchaïkovski au 19e, en 1880. Mais alors, ça restait vraiment la couleur locale, parce que c'est souvent pour évoquer un peu le patriotisme, voilà. Mais aujourd'hui, ça arrive, mais c'est plutôt dans la musique de chambre et dans l'ensemble à géométrie variable. Les ensembles de 10 à 15 musiciens, que là on trouve beaucoup d'accordéons, moins dans l'orchestre. Et est-ce que vous avez une politique de commande, est-ce que vous faites appel aux compositeurs pour composer pour l'accordéon, faire des créations? Depuis 10 ans que je suis revenue en France, je suis très active dans ce domaine-là aussi, et je crée de nombreuses œuvres pour accordéon, en solo, en concerto, en musique de chambre, en ensemble. Qui ont été enregistrés? Alors j'ai 2 disques solo, oui, l'un avec 7 œuvres acoustiques contemporaines et un qui est sorti il y a 6 mois environ avec 7 œuvres et électroniques. Voilà. Donc électronique. Donc il y a certaines pièces qui ont été faites dans les studios de l'IRCAM, par exemple. L'accordéon, il est souvent invité à l'IRCAM. C'est un instrument qui est... Moi, j'ose dire que c'est un peu le fer de lance de la musique contemporaine aujourd'hui. Enfin, l'accordéon est le fer de lance de la musique contemporaine? Un des fers de lance, ouais. Je pense que, en tout cas, les compositeurs, la jeune génération adore cet instrument. Peut-être parce que c'est un instrument encore jeune et qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Complètement. Et du coup, on n'a pas un héritage qui est de 4 siècles. Parfois peut être un peu pesant. Voilà, peut-être les compositeurs plus facilement arrivent à s'en emparer pour développer un imaginaire sonore, et puis ces qualités acoustiques aussi qui font que justement on a l'ambitus du piano, mais en plus de cela, le son, il y a une grande plasticité du son de l'accordéon parce qu'on peut l'amplifier, le vibrer. En fait, le son de l'accordéon, il est très flexible. Donc ça plaît aux compositeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite question bonus, une œuvre que vous avez aimée récemment et que vous avez envie de partager à nos téléspectateurs? Alors, l'œuvre coup de cœur que j'ai choisie, c'est un disque également on va dire la leader de ce disque, c'est Pauline Oliveros, une grande pionnière américaine accordéoniste
et compositrice. Ce disque s'appelle Deep Listening. Pauline Oliveros, elle aurait eu 90 ans au mois de mai. Et c'est une grande source d'inspiration dans des projets que je porte actuellement. Sur ce disque, elle fait partie du courant minimaliste. Oui. C'est étonnant parce qu'on connaît surtout les hommes, les Philip Glass, les Steve Reich et autres. Mais d'ailleurs, elle pas trop de figures de femmes, en fait. Elle a joué dans des créations de Terry Riley. Terry Riley, évidemment, ouais. Et dans ce disque, il y a aussi Stuart Dempster, le tromboniste, et Panayotis. Voilà, donc c'est un disque pour accordéon, trombone et voix. Mais l'accordéon est vraiment, on va dire, le point de départ. Et Deep Listening, c'est au sens propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans des citernes à plus de 5 mètres sous le sol. Des citernes où il y avait 45 secondes de résonance. Et moi, en fait, j'ai un rapport presque obsessionnel à la résonance du fait que le piano résonne et pas l'accordéon. Donc, c'est toujours chez moi une source de préoccupation. Mais alors là, c'est extrême. Et donc profonde au sens propre parce que 5 mètres sous terre et puis des résonances infinies. Et aussi, c'est surtout une grande philosophie de l'écoute. Le deep listening, c'est un courant qui a été initié par Pauline Oliveros et qui nous invite vraiment à différencier la différence entre écouter et entendre. Et ça nous évite à une écoute profonde du son. Et donc je trouve que c'est au jour d'aujourd'hui où on est un peu saturé de son. Là, ça nous invite à fermer les yeux. Voilà. Ça, je rappelle, merci parce que c'était un très beau témoignage sur cette compositrice qui est hélas un peu oublié par rapport aux figures majeures que sont... Puis sa musique, elle est envoûtante, il y a quelque chose d'hyper organique, c'est très facile à écouter, il y a quelque chose... Donc vraiment, écoutez Pauline Oliveros et écoutez cet album de Fanny Vicens, Les Variations de Goldberg, adaptation à l'accordéon qui vient de paraître chez Paraty. Merci beaucoup Fanny Vicens. Merci beaucoup.